Alors, croyez-le ou non, mais j'ai pu essayer l'espace d'une heure environ en allant chez le concessionnaire. Une nouveauté électrique, une nouvelle voiture électrique qui n'est pas un SUV. Alors, je sais, ça peut paraître surprenant, mais petit à petit, je pense que ces prochains mois, on pourra dire ces mots de plus en plus souvent. Alors, la nouveauté en question, c'est la Hyundai Ioniq 6. Une nouveauté très intéressante chez Hyundai parce qu'on est déjà à la 4 ou 5e itération de véhicules sur la nouvelle plateforme EGMP. Après la Ioniq 5 qui a vraiment dépoussiéré tant l'image, à mon avis, des véhicules électriques que de Hyundai en général. Mais à mon avis, dans un format beaucoup trop imposant. Je ne sais pas si SUV était le terme approprié pour ce véhicule, mais en tout cas, vu le gabarit, ça en avait à peu près tous les défauts. Chez Kia, on avait la EV6, et tout récemment aux États-Unis a été présentée la EV9, qui est un très grand véhicule SUV familial sur cette même plateforme EGMP. Et donc Hyundai qui nous présente une toute autre itération encore sur cette plateforme avec la Ioniq 6 qui est supposément une berline. Je dis supposément parce que même si on n'a pas les mêmes formes qu'on retrouve chez les crossovers et les SUV de la concurrence, on a quand même un beau bébé de 4,85 m de long, 1,88 m de large et 1,50 m de haut, donc aussi haut que ma Renault Mégane. Donc on n'est pas vraiment râlé pâquerette, mais une berline néanmoins, puisqu'on a un véhicule 3 volumes avec une malle de coffre. C'est peut-être un défaut, on aurait certainement préféré un haillon, ne serait-ce pour avoir un peu plus d'accessibilité dans le coffre. Là, en plus du volume pas très grand, on a vraiment une toute petite ouverture. Mais bon, c'est pas le point le plus important concernant ce véhicule. Les points les plus importants concernant cette voiture, c'est deux choses. C'est tout d'abord son design, qui est très très marquant, très très impactant, on va dire. Et d'autre part, son aérodynamisme. Et souvent, je pense que mettre en avant l'aérodynamisme d'une voiture chez certains constructeurs, c'est un peu du greenwashing pour essayer de vendre des tanks. Et je trouve ça particulièrement vrai, par exemple, avec la Mercedes EQS, qui est vraiment un truc absolument énorme, et qui ne justifie absolument pas d'exister autrement que pour l'opulence et le luxe supposé qu'est censé représenter ce véhicule. La Ioniq 6, à mon avis, c'est une autre histoire. Quelque chose d'important concernant l'aérodynamisme qu'il ne faut pas oublier, c'est que le coefficient de pénétration dans l'air, qui est souvent communiqué par les constructeurs, le CX, c'est une valeur qui est indépendante du gabarit de la voiture. Donc il est super important de aussi prendre en compte la surface frontale de la voiture par rapport à ce CX. Alors le CX a bien sûr une très très grosse influence sur l'efficience de la voiture, peut-être même plus que la surface frontale. Pour vous donner un ordre d'idée, la Ioniq 5 est une voiture qui fait 1,88 m de large par 1,50 m de haut, donc qui ne sont pas spécialement des petites valeurs, et qui a un CX de 0,21. Donc si on prend globalement en approximation un rectangle de 1,88 m de large et 1,50 m de haut et qu'on multiplie par 0,21, on arrive à une valeur qui est tout à fait comparable en termes de SCX à ce qu'obtient une Toyota Prius de dernière génération. Toyota Prius donc, qui a vraiment raboté sa hauteur. On est autour de 1,40 m, si je me souviens bien, pour environ 1,78 m de large. Donc on est aussi 10 cm moins large, avec un CX de seulement entre guillemets 0,24. C'est 0,03 points de différence de CX qui font que les deux voitures finalement ont un SCX tout à fait comparable. D'un point de vue efficience et pénétration dans l'air, la Ioniq 6, qui est quand même beaucoup plus massive et encombrante, est sur un pied d'égalité avec la Toyota Prius de dernière génération, ce que je trouve assez dingue quand on y pense. Et autant avec les voitures thermiques, le CX et le coefficient de pénétration dans l'air étaient importants mais pas crucial, parce que on pouvait faire le plein rapidement, et c'est pas 20 ou 30 km d'autonomie de différence sur une Peugeot 308 par exemple, qui allait faire une grosse différence par rapport à l'expérience qu'on a de la voiture. Or, sur les voitures électriques, si on peut vous donner des kilomètres gratuits, entre guillemets, juste parce que la voiture consomme moins, eh ben on est preneur. Parce que mettre un réservoir plus gros sur une voiture électrique, ça veut dire embarquer plus de batterie. Et c'est autrement plus coûteux que de mettre un réservoir un peu plus gros sur un véhicule thermique. Parce que certes, on a un véhicule qui est très aérodynamique, mais on a aussi un véhicule qui est très marquant du point de vue de son design.
ce qui est sans doute loin d'être le cas, par exemple, d'une Mercedes EQE pour rester dans des gabarits similaires. Et c'est très rafraîchissant de voir que Hyundai est très créatif d'un point de vue design. Hyundai d'ailleurs, on peut vraiment citer toutes les marques du groupe de ce point de vue-là, au niveau créativité du design. On en est à la 4e voiture sur la plateforme IGMP et on n'a pas vraiment une qui ressemble à l'autre. On a vraiment 4 designs très très différents, très très marqués, qui sont vraiment plaisants tout en étant marquants. C'est vraiment du très beau travail. Et ce qu'il y a pour moi de tout à fait remarquable, c'est que grâce à l'aérodynamisme de la voiture, avec la batterie de 77 kWh qu'on retrouve aussi sur la Kia EV6 et sur la Ioniq 5 désormais, rappelons que la Ioniq 5 avait été lancée avec une grosse batterie de, entre guillemets, seulement 73 kWh. Et la Ioniq 6, grâce à cette batterie, peut être homologuée jusqu'à 614 km d'autonomie. Ce qui est vraiment une très très bonne valeur, un poil supérieur à ce que propose Tesla sur la Model 3 grande autonomie. Mais la Tesla garde pour elle que ces valeurs sont atteintes avec une transmission intégrale et non une propulsion. D'ailleurs, Tesla vient de relancer la Model 3 grande autonomie propulsion, mais seulement pour les professionnels pour le moment. Alors si le design extérieur de la Ioniq 6 est pour moi très réussi, pour l'anecdote, moi j'aurais bien aimé voir une Citroën adopter ce genre de design. Je pense que ça irait tout à fait dans le style de la marque. Je suis légèrement moins convaincu par l'intérieur. Certes, le design est très intéressant à l'intérieur, au niveau des formes. On a un volant qui est un poil mieux que sur le Ioniq 5, du souvenir que j'en avais, et il tient mieux en main. On a des écrans avec un contour noir qui est bien mieux que le contour blanc du Ioniq 5. Ce que je trouve par contre regrettable, c'est qu'en fonction de la finition que vous choisissez sur la Ioniq 6, le rendu à l'intérieur va changer du tout au tout. La version que j'ai pu prendre en main, c'est la version intuitive d'entrée de gamme, avec un intérieur tout noir. Et ça ne faisait vraiment pas voiture luxueuse ou premium ou haut de gamme ou quoi que ce soit. C'est un véhicule qui était bien équipé, mais d'un point de vue aspect intérieur, que ce soit en termes de matériaux ou de design, on était pour moi vraiment en retrait. Par contre, si vous prenez une finition créative ou même exécutive avec l'intérieur clair, des sièges en cuir et plus d'options, eh ben, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus agréable à l'œil, sans pour autant avoir des matériaux de meilleure qualité. Je ne suis pas spécialement un ayatollah de ce que les journalistes appellent les plastiques moussés, mais force est de constater que quand on rentre dans ma Mégane ou même dans une toute dernière Kia Niro, on a un intérieur qui est beaucoup mieux présenté, qui donne un bien meilleur sentiment de qualité que la Ioniq 6 en version intuitive avec laquelle j'ai pu rouler. Et pour moi, c'est important hein, d'avoir un intérieur quand même qui reflète un certain sentiment de qualité lorsqu'on met entre 52 et 65 000 euros dans une voiture. On n'est pas sur des tarifs équivalents à ceux d'une Tesla Model 3. Design mis à part, je trouve que les matériaux à l'intérieur d'une Tesla Model 3 sont quand même un poil au-dessus de ce qu'on trouve sur la Ioniq 6. Le design de Ioniq 6 est bien meilleur, mais au niveau matériaux, on est en deçà. Alors je laisse soin aux journalistes professionnels à plein temps vous faire part de leurs impressions et de leurs tests en ce qui concerne l'autonomie réelle de la voiture. Moi j'ai tout à fait confiance dans les valeurs annoncées par Hyundai, puisque historiquement, que ce soit avec le Kona ou même chez Kia avec les premières générations de Niro ou de Soul électrique, les valeurs homologuées étaient assez cohérentes par rapport à un usage hors autoroute. Je souhaite quand même vous partager mes impressions de conduite, parce qu'initialement, au-delà du design, ce qui m'a emmené vers cette voiture, c'est de me dire, bah, éventuellement, d'ici, je sais pas, 1 an, 2 ans, pourquoi pas changer vers ce type de véhicule avec une grosse autonomie, qui seront beaucoup plus adaptés pour faire des longs trajets que ce que peut être la Mégane. En ayant conscience, bien sûr, que c'est pas du tout le même tarif. On est bien plus cher que la Mégane, que la Tesla Model 3. Il faut pour moi que les prestations aillent avec. Et là où on pouvait trouver discutable le niveau de prestation sur la Ioniq 5 en termes tout simplement d'autonomie et consommation, je pense que la Ioniq 6 rendra une bien meilleure copie. Là où je suis déçu par contre, c'est au niveau du confort de la voiture. À ce tarif, je le rappelle, entre 52 000 et 65 000 euros, je m'attendais à avoir un bien meilleur confort de conduite. Les sièges de la version intuitive que j'ai essayé étaient absolument horribles. Je tiens à le dire, essayez bien les sièges de cette voiture si jamais vous comptez faire de la route avec. Et les suspensions aussi ne m'ont pas paru très confortables.
Alors, c'est très bien sur route ou sur voie rapide, c'est suffisant. Est-ce que c'est au niveau d'autres véhicules thermiques dans des prix entre 50 et 60 000 euros? J'en suis pas sûr. Mais on va dire que sur route ou autoroute, c'est pas mal. Par contre, dès qu'on est en ville ou sur des chaussées dégradées, eh ben, on n'a pas du tout de débattement de suspension. On a une voiture qui est quand même relativement raide. Et c'est pas du tout ce que j'attendais de ce genre de voiture. Parce qu'entendons-nous bien, hein, c'est pas du tout une voiture qui est sportive pour un sou. Elle est performante, hein, surtout dans les versions 4 roues motrices avec deux moteurs. Et suffisamment performante dans la version propulsion que j'ai pu essayer. Mais on n'est pas du tout sur quelque chose de sportif, d'incisif ou quoi que ce soit. Le gabarit et le poids de cette voiture ne le permettent pas. Un point extrêmement pénible à la conduite aussi, c'est les aides à la conduite qui bipent tout le temps. Et quand on les désactive, quand on y arrive hein, via l'écran central, puisque c'est loin d'être évident, et ben, elles se réactivent, elles se réenclenchent au prochain démarrage de la voiture. Et c'était particulièrement pénible en ce qui concerne l'alerte sur les limitations de vitesse. Alors non pas que j'allais plus vite que les limitations. Si vous voulez par exemple vous caler à 110 GPS au lieu de 110 compteurs, vous allez avoir la voiture qui va biper en permanence parce que au compteur vous êtes au-dessus de 110. Et c'est 3 ou 4 navigations dans les menus de l'écran tactile pour désactiver ça. Et dès que vous redémarrez la voiture, eh ben, c'est réenclenché. Donc vraiment au niveau expérience de conduite, c'est un gros point noir pour moi de la voiture. D'autres constructeurs arrivent quand même, avec ces législations assez contraignantes concernant les aides à la conduite, à rendre les choses facilement désactivables, même si parfois c'est réactivé au démarrage, on a un bouton à côté du volant, au bout d'un commodo, et on arrive à faire quelque chose. Là, non seulement ça revient toujours quand on redémarre la voiture, mais en plus c'est super compliqué à désactiver. Donc ça, je pense que si vous achetez la voiture, c'est un truc qui va très vite vous agacer. Alors, en l'état, à ce prix-là, moi franchement, j'achète pas. Je trouve que le niveau de prestation est pas suffisamment élevé par rapport au prix annoncé. D'autant qu'avec les dernières baisses de prix de Tesla, la différence est quand même assez importante entre une Tesla grande autonomie 4 roues motrices et quelque chose d'à peu près équivalent sur la Ioniq 6. Mais si Hyundai revoit ses gammes d'ici l'année prochaine, avec une version milieu de gamme avec des sièges plus confortables que la version intuitive et un prix plus attractif, ça peut vraiment s'étudier hein, comme option de véhicule électrique grande autonomie, mis à part le fait quand même que c'est une voiture qui est très encombrante. Je pense que Hyundai aurait eu une super opportunité de se poser en alternative, entre guillemets, meilleur marché sur un segment de grosses berlines électriques, en tout cas de berlines plus imposantes que la Model 3, en alternative à le QE, la Model S, ou éventuellement des berlines peut-être chinoises qui vont arriver dans les mois qui viennent. Mais pour le moment, on n'est pas encore au niveau. Une concurrente pour moi qu'il faudra suivre de près pour cette catégorie de berlines qui pour moi se place entre la Model 3 et les Model S de chez Tesla, c'est la Volkswagen ID.7 qui a été annoncée très récemment. Alors qui n'est rien d'autre qu'une Volkswagen ID.3 complètement allongée pour être bien plus aérodynamique. Et je pense que ça fonctionne puisqu'avec la batterie 77 kWh des Volkswagen ID.3 les plus autonomes, on va dire, on dépasserait les 600 km d'autonomie. Là où sur une ID.3, on est autour de 550 hein, de mémoire. Donc pas négligeable hein, comme progrès. Et j'en viendrais presque à regretter que cette Volkswagen ID.7 ne soit pas proposée avec la petite batterie, entre guillemets, de 58 kWh, puisque si on fait la règle de 3, on serait sur une autonomie autour de 460 km avec cette batterie-là. Et ça aurait été pas mal en entrée de gamme d'avoir cette batterie si le prix avait été intéressant. Et je pense que la vraie concurrente de la Ioniq 6, ça va être cette Volkswagen, hein, qui est donc plus imposante, qui est tout aussi spacieuse à l'arrière si ce n'est plus, et qui surtout aura un coffre nettement plus pratique et plus spacieux que la Ioniq 6. Alors, au prix d'un design beaucoup plus banal, voire même vraiment pas top sous certains angles, mais finalement, on achète aussi une voiture pour ses côtés pratiques. Et je trouve que la Hyundai impose beaucoup trop de sacrifices sur le plan pratique. Que ce soit la Hyundai ou la Volkswagen, je suis content de voir qu'en faisant des berlines, même des grandes berlines, hein, qui ne sont pas tout étriquées comme une Toyota Prius, on arrive à avoir des consommations très faibles et des autonomies tout à fait décentes, avec des capacités de batterie, somme toute, assez raisonnables.
tant chez Hyundai que chez Volkswagen, je pense que beaucoup de clients vont réfléchir à deux fois entre un Ioniq 5 et une Ioniq 6 ou un ID4 et une ID7 à tarif équivalent et batterie équivalente. Quand on voit la différence de consommation et d'autonomie, ça laisse vraiment réfléchir quant au format boîte à chaussures SUV qu'on nous sert depuis quelques années. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce retour des berlines? Bah, je serais très intéressé de le savoir, dites-moi ça en commentaire. Dites-moi aussi ce que vous pensez de l'Ioniq 6. Est-ce que vous voyez plus une inspiration Porsche, Citroën ou autre marque dans ce design vraiment très très frais de la part du Hyundai? Je serais très intéressé de le voir. Est-ce que vous seriez prêt à mettre plus cher qu'une Tesla Model 3 pour avoir quelques prestations en plus et lesquelles? Je vous laisse me dire ça aussi, ce serait intéressant de savoir. Qu'est-ce que les constructeurs peuvent faire pour vous vendre des voitures plus chères que des Model 3, puisqu'ils n'arrivent pas à descendre aussi bas que les prix de Tesla? Est-ce qu'une voiture électrique qui dépasse les 600 km d'autonomie et qui est capable de vous faire un 10 à 80% de recharge sur une borne rapide en 18 minutes, c'est quelque chose qui vous ferait franchir le pas de la voiture électrique? Là aussi, hein, c'est un niveau de prestation qu'on n'avait pas encore jusqu'à présent, hein, pouvoir récupérer autant de kilomètres d'autonomie en si peu de temps. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Comme d'habitude, un grand merci pour vos commentaires, vos partages, vos abonnements, vos likes. Ça me fait toujours super plaisir. En attendant de vous retrouver, eh bien, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.